Bonjour et bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements sportifs, à comprendre vos douleurs, diminuer vos blessures et qui vous permet de découvrir les secrets des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, on y parle de performance, de blessures, de thérapie et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe dans la ville de Montréal au Canada. Et cette semaine, j'accueille dans le podcast Olivier Beaulier. Olivier, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est docteur en sciences du sport et préparateur physique réputé, très réputé même. Il a amené jusqu'à présent 30 athlètes aux Jeux Olympiques. Il a contribué à médailler 14 athlètes, toutes compétitions confondues, et le tout dans 5 sports différents. Il a aussi écrit 4 livres sur la préparation physique, et c'était l'occasion pour moi de revenir sur des questions techniques sur l'entraînement, comme le rôle de l'excentrique, le lien entre force et masse musculaire, le rôle de l'endurance, mais aussi des considérations de base. À partir de quand faut-il se concentrer sur ces techniques avancées ? Est-ce que le pratiquant de musculation et sportif moyen a besoin de s'en préoccuper ? Et on en a profité pour rappeler la base. On a essayé de comprendre pourquoi il existe cette surenchère de techniques avancées dans les communications, sur les réseaux. Comment utiliser ces techniques peut parfois être préjudiciable pour le sportif, peut être contre-productif pour sa progression et provoquer plus facilement des blessures. On a aussi parlé de la science et des études dans nos métiers, que ce soit la préparation physique ou l'ostéopathie. On a aussi parlé de sujets comme comment le CrossFit peut vous aider à devenir un meilleur préparateur physique, comment on doit adapter son échauffement et sa récupération avec l'âge, et quelles composantes il faudrait privilégier pour être plus en santé longtemps. Est-ce que c'est la force, l'endurance, le muscle ? Des sujets donc très passionnants pour tout pratiquant de sport et désireux d'améliorer sa santé, surtout avec un invité extrêmement compétent comme j'ai eu la chance de recevoir aujourd'hui. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Olivier. On se retrouve comme d'habitude juste après pour une conclusion. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir d'abord dans un premier temps, la première fois que tu t'es entraîné, que tu as fait un entraînement, on va dire en salle de sport, est-ce que tu en as gardé un bon souvenir ? Oui, je m'en rappelle parce que j'étais tout petit, c'est quand j'ai fait ma première session de judo, je sais pas, je devais avoir 5 ans ou quelque chose comme ça. Et je m'en rappelle très bien, oui, parce que quand je suis sorti, j'ai vu mes parents qui m'attendaient et je me rappelle pas ce que je leur ai dit, mais je me rappelle que j'étais euphorique. Donc oui, je me rappelle très bien, quoi. Du judo, ok, comme ouais. Aurélien Broussal finalement. C'est ça, sauf que moi, j'en ai fait de 5 ans à 15 ans, et puis après j'ai basculé sur l'athlétisme. Ok, et pour quelle raison t'as basculé ? Parce que ça t'attire ? Je pense que j'étais pas fait pour les sports de combat, puis j'avais commencé tout petit, donc à 15 ans j'avais déjà 10 ans de judo dans les pattes, et puis j'étais pas dans une grosse structure, et puis l'athlétisme, j'ai rencontré l'athlétisme à ce moment-là, puis ça a été le coup de foudre, donc ouais, pour tout un tas de raisons. D'accord, et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir préparateur physique ? En fait, justement, quand j'ai commencé l'athlé, j'ai toujours apprécié autant de le pratiquer que de réfléchir au plan d'entraînement, à la muscu qu'on me proposait. Et ça a toujours été, j'ai toujours su en fait que j'allais entraîner. Ça a toujours été une vocation. Donc, quand je me suis blessé assez sérieusement au dos et que j'ai pas pu revenir, et ben c'était le moment tout choisi pour basculer de l'autre côté de la caméra. Est-ce que tu pourrais me parler de cette blessure du dos ? Oui, en fait, pendant une saison, j'ai été obligé de limiter un peu mon entraînement parce que j'étais en DEA, il fallait que je travaille un peu plus, donc j'ai mis de côté un petit peu mon entraînement pour réussir mon diplôme d'entrée en 3e cycle universitaire. Et quand j'ai repris l'entraînement, donc j'étais lanceur, j'ai chopé une douleur au dos qui est pas passé. Et bon, il faut remettre dans le contexte, c'était il y a presque 25 ans. Donc j'étais un athlète de bon niveau, mais pas un athlète de top niveau. Donc j'avais pas un staff extrêmement développé. Puis en France, il y a 25 ans, c'est pas comme maintenant. Du coup, j'ai gardé cette douleur, mais comme j'avais jamais eu de problème de dos, je me suis pas plus inquiété que ça. Et un jour, à l'entraînement, en squat, ça a tout lâché. Je me suis effondré et ça a été le début des soucis, quoi, avec les hernies discales et tout ce qui va avec. Voilà comment ça s'est passé. C'est de là que j'ai gardé un rôle assez important dans la prévention des blessures pour mes athlètes. Ça m'a marqué à vie, quoi. Voilà d'où ça vient. Ouais, le fait que tu l'aies expérimenté, ça t'a permis aussi
de pouvoir l'intégrer à tes préparations. Et quand tu disais douleur du dos, hernie discale, tout ça, donc on est vraiment en bas du dos, le Ouais. classique. L4, Ouais, L5, L5, L5. d'accord. Et est-ce que tu as passé des radios, Ouais, des IRM. examens qui t'ont confirmé qu'il y avait un problème, ouais? Ouais, il y a eu des choses, mais il y a eu des images de fait à plusieurs fois. Et ce qui était assez étrange à l'époque, que je comprenais pas, c'est que la gravité des blessures observées était pas corrélée à la gravité de mes douleurs. C'est-à-dire que j'avais des douleurs qui étaient extrêmement difficiles à supporter, et j'avais pourtant des hernies discales assez petites. Et rétrospectivement, avec l'état des connaissances actuelles et puis l'état de mes connaissances, je pense qu'elles étaient déjà là, sûrement. Et c'était pas spécialement l'hernie le problème, mais ça devait être un peu plus compliqué que ça. Mais à l'époque, ça m'a étonné le décalage entre ce qu'on peut voir sur les images et puis ce qu'on peut ressentir physiquement. Ouais, justement, c'est intéressant ça, ce décalage entre les symptômes et on va dire ce qu'on retrouve de manière structurelle dans les imageries. J'en discutais avec David Ferreira dans un ancien podcast où justement il me disait que, et même des études ont montré que des personnes qui avaient des hernies discales n'avaient pas forcément de douleur et des personnes qui avaient des douleurs dans le dos n'avaient pas forcément des hernies discales. Euh, et a posteriori maintenant, comment tu penses que tu t'es fait mal au dos? Ben, Est-ce en que tu as fait, réussi à trouver ouais. une explication? En tout cas, j'ai un faisceau de preuves plus important. En fait, quand j'ai dû m'arrêter pour étudier un peu plus sérieusement, je me suis retrouvé à rester assis 6 heures par jour pour étudier, entre les cours et tout, alors que d'habitude, c'était pas le cas. J'avais des cours avant, mais j'étais athlète de haut niveau dans ma fac, donc j'assistais pas à tous les cours. Et en fait, rétrospectivement, je pense que c'est la posture assise et tous les raccourcissements et les disbalances, on va dire, musculaires qui ont causé les problèmes. Parce que j'étais complètement asymptomatique au dos avant tout ça, et ce qui a changé, c'est cette posture assise conjointement avec le désentraînement. Et quand j'ai repris, je pense, avec des relations tension-longueur qui n'étaient pas optimales. Je pense que la posture assise m'a fait du mal, ce qui est tout à fait plausible vu la répartition des charges sur les disques. Et ça, c'est hyper intéressant parce que je suis aussi un peu un défenseur de la bonne posture dans un sens, c'est que je trouve que les postures assises, dans 99% des cas, si ce n'est plus, elles sont délétères, elles sont pas très bonnes et elles conduisent justement à ce type de déséquilibre, de problème tension-longueur dans les muscles, associé ensuite à des activités, ça peut mettre à mal donc des structures de l'endo et provoquer des douleurs comme ça. Et je remarque qu'il y a une tendance en ce moment à parler qu'il n'y a pas de mauvaise posture, ou disons que on peut se tenir mal, exactement de la même chose en fait que sur des atteintes structurelles. On peut se tenir mal, on peut avoir une mauvaise posture sans nécessairement avoir des douleurs, dans le dos ou n'importe où. Et ce qu'on entend aussi souvent, c'est que c'est plutôt le fait de rester toujours dans la même position. Enfin, c'est complémentaire, en même temps un petit peu contradictoire, mais je vais essayer d'affiner ma pensée. On va dire que la tendance serait à que la posture, ou en tout cas la posture assise, n'est pas directement responsable des douleurs de dos. Là où je suis un peu partiellement d'accord, parce que comme tu le dis, tu restes très longtemps assis pendant une longue période, ça provoque des problèmes de déséquilibre. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la posture d'une manière générale? Est-ce qu'elle est corrélée aux douleurs, ou est-ce que c'est uniquement le fait... voilà, il faudrait juste être mobile? Bon, ce qui est certain, c'est que si on regarde à l'échelle de l'évolution, l'être humain, il a passé quand même le plus clair de son temps debout, en train de courir, sauter, grimper, faire tout ce qu'il devait faire en activité. Et effectivement, quand tu passes toute ta journée à faire ce que fait l'être humain depuis qu'il arpente la Terre, tu peux t'asseoir le soir quelques heures quand tu as passé ta journée à t'échiner, si je puis dire, dans toutes les positions. Mais l'inverse, je pense, est pas vrai, quoi. C'est-à-dire qu'en clair, pour caricaturer, on est fait pour bouger. Et effectivement, on peut bouger dans plein d'espaces et d'avoir une posture complètement aseptisée, c'est pas une bonne chose, ça c'est certain. On est fait pour bouger et fait pour passer peu de temps assis pour se reposer de toutes les activités qu'on a eues toute la journée, mais pas l'inverse. Voilà.
Donc je suis d'accord Et avec toi. est-ce que tu penserais par exemple qu'une position, si on garde une position debout pendant 2 heures, ou qu'on prend une position assise pendant 2 heures, les deux auront un effet délétère où la position assise sera plus risquée pour le dos? Je pense sans hésitation, pour un grand nombre de personnes, la posture assise est plus délétère que la posture debout. Hmm. Parce que la locomotion humaine est bipédique, tout simplement. Ouais. Ouais. Et le fait de rester assis aussi, c'est vrai que ça enlève la courbure physiologique, la courbure normale des lombaires aussi, et ça met plus de pression. C'est ça. Ça met quand même plus de pression sur les disques. Donc, ouais. Moi aussi, je pense ça aussi. Hein. J'ai un petit peu du mal à revenir sur cette idée qu'en fait, rester assis n'est pas plus dangereux que rester debout. J'ai un peu du mal avec ça parce que, en théorie, même sur moi, je veux dire, en dehors de toute étude, de toute recherche scientifique ou quoi que ce soit, je vois bien quand je reste assis que je suis pas hyper bien positionné, ben je sens les tensions dans le bas du dos, je sens les tensions dans le carré des lombes et Ouais, je même pense au que niveau des psoas. ça, Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens quand même qui ressentent pas la posture assise comme délétère à long terme. Il me semble quand même, pour le coup, empiriquement, on s'en rend tous compte à un moment donné, quoi. euh, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir en tant que préparateur physique, le premier athlète que tu as entraîné? Oui, je me rappelle très bien. C'était encore quand j'étais dans l'athlétisme. C'est un athlète handisport. Il est pas mort. Il s'appelle Hicham Kadiri. Il essayait de se sélectionner pour les Jeux c'était quoi, Atlanta, je crois, je sais plus, en lancer de disque. Et j'étais à la fois son entraîneur technique et son préparateur physique. Oui, je me rappelle très bien. Très bien. C'est le premier souvenir en tant qu'entraîneur autonome, quoi. Et oui, je me rappelle bien les premiers amours, le premier entraînement, on s'en rappelle généralement, ouais. Quand c'est des bons souvenirs Est-ce que surtout. ouais, ça s'est bien passé? Est-ce que tu te Il ne s'est souviens pas sélectionné aux de la Jeux performance? Ouais. paralympiques, mais on a vécu plein de choses positives et puis de temps en temps on se recroise et c'est toujours avec plaisir. Moi, je regarde vraiment un bon souvenir, ouais. Mais j'étais pas pro à Là, ça l'époque, fait j'étais amateur. Ok, ça fait combien de temps maintenant Bah, que tu prépares des athlètes que je gagne ma vie exactement? une vingtaine d'années Ouais. et un petit peu plus en étant amateur. Amateur dans le sens, à l'époque, l'anecdote que je raconte, je gagnais pas ma vie avec l'entraînement. Donc que je gagne ma vie une petite vingtaine d'années. Ouais. Et est-ce qu'il y a un sport que tu préfères préparer aujourd'hui ou là où tu sens que t'es le plus à l'aise, où tu prends le plus de plaisir aussi? Moi, en fait, ce qui m'importe, c'est pas trop le sport, c'est en fait l'implication des gens qui s'y trouvent, quoi. Alors c'est sûr qu'il faut que je sois dans un sport où la problématique physique est importante. Si demain on me demandait d'entraîner et de préparer physiquement des tireurs à la carabine, avec tout le respect que je dois à cette discipline, je pense que je ne serais pas l'homme de la situation. C'est-à-dire qu'il faut quand même des disciplines où il y a une composante physique réelle. Mais bon, il y a peu de disciplines où elle n'est pas présente, quoi. J'ai pris l'exemple du tir à la carabine, voilà, parce qu'effectivement là, il y a des choses à faire physiquement, mais je ne serais pas l'homme de la situation, je pense, pour entraîner ce genre de discipline. Hmm. Après, peu importe, dans beaucoup de sports et jamais dans le sport qui était le mien. Donc c'est pour dire que non, j'ai pas de sport en particulier. La seule chose qui importe, c'est que je sois avec des gens qui sont là, qui vont dans le même sens que moi, quoi. Je vois aussi, je pense, de la difficulté à entraîner des footballeurs. En France, le football, même au niveau professionnel, c'est compliqué de faire travailler correctement les athlètes qui sont pas dans une culture où la préparation physique a une place prépondérante. Donc là aussi, je serais mal à l'aise, mais à partir du moment où les athlètes et le staff est engagé dans la réussite, moi, je suis heureux dans tous les sports, quels qu'ils soient. Justement, là, tu as cité le football euh, comme non réceptif, enfin non réceptif, Oui, mais c'est le pas mot. assez réceptif à ton goût à la préparation, on va dire. Est-ce que tu as d'autres sports comme ça où les athlètes n'ont pas été assez éduqués à cette façon de Non. penser, de se En préparer? France, je vois que ça comme sport où tu as l'impression qu'il y a
tous les autres sports et le football à côté, où quand tu parles avec les footballeurs, quand tu parles avec même les préparateurs physiques, ils sont pas, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il y a une culture très très particulière sur l'activité physique hors technico-tactique. C'est très étrange d'ailleurs que ce sport il soit à part comme ça. Mais bon, c'est une réalité. Non, j'en vois pas d'autres dans les sports majeurs, je veux dire, dans les sports majeurs. J'avais discuté avec Aurélien Broussal, on avait eu une conversation sur le rôle de la préparation physique, sur la vision, sur comment bien préparer un athlète avec tous les outils qu'il y a. Et on discutait d'un espèce de retour à la base, aux exercices ou aux mouvements de base qui ne nécessitent pas nécessairement des grosses machines très évoluées parce que d'un point de vue pratique, surtout dans notre monde actuel, un athlète qui va être en voyage régulièrement, qui va être un petit peu partout, ça va être difficile de lui faire appliquer des choses trop technologiques et que finalement revenir à la base sur des exercices classiques avec du matériel classique, on va dire, était quand même peut-être à privilégier. J'aimerais bien avoir, pour le coup, toi, ta vision de la préparation physique, comment tu la perçois et comment tu aimes bien la proposer à tes athlètes. Est-ce que tu as une méthode particulière ? Ce qui est certain, c'est que je vais dans le même sens qu'Aurélien ou dans le tien, c'est qu'à un moment donné, la motricité humaine, qu'on soit en handball, en athlétisme ou en ski, à un moment donné, pousser, tirer, s'accroupir, c'est les trois grands patterns. Alors après qu'on peut complexifier jusqu'à outrance, mais fondamentalement, s'accroupir, pousser, tirer, c'est les grands patterns. Et pour ça, il faut pouvoir s'entraîner avec des moyens qui sont effectivement accessibles à tout le monde, partout dans le monde. Par exemple, moi, depuis 2 Olympiades, je bosse avec la Fédération française de ski, donc on voyage quand même beaucoup. Et en fait, quand on voyage, on part avec, et qu'on sait qu'on va pas avoir accès à des lieux d'entraînement corrects, on part avec une barre olympique, une série de poids et des sangles de suspension. Voilà, en fait quelque chose où on peut faire les grands mouvements de base, pousser, tirer, s'accroupir, n'importe où dans le monde. Et à partir de là, la technologie, elle vient aider, complémenter, mais en aucun cas elle se substitue au travail de base. En clair, c'est ça, la base. Ça doit être ce qui constitue la motricité humaine. La motricité humaine, elle est tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir exercer de la force dans les différents patterns que je viens de citer, dans les 3 plans de l'espace. Et pour ça, on n'a rien trouvé de mieux que les poids et les haltères. Ok, et comment on peut travailler sa force justement pour toi, quels sont les meilleurs moyens d'augmenter sa force, de la développer? Est-ce qu'il y a des techniques ou il y a des astuces particulières avec un matériel simple comme ça, haltères, poids, propre corps et sangle, on va dire? Après, des méthodes plus ou moins élaborées, il y en a toute une ribambelle. Mais la chose qui est sûre, c'est que à un moment donné, faire une périodisation linéaire que l'on retrouve depuis au moins une centaine d'années, ça fonctionne très bien et ça permet de développer des niveaux de force qui sont pour la plupart du temps suffisants aux standards dont le sport a besoin. Et après, avec l'avènement des réseaux sociaux, on s'est un petit peu perdu en chemin, ce qui est normal, malheureusement. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu une course une surenchère visuelle, une surenchère et de technologie aussi, qui finalement, si on regarde bien les choses objectivement, est pas contre-productive, mais un petit peu quand même au développement. Mais on va pas faire comme si c'était mieux avant, parce que on va pas revenir en arrière. Donc, on va pas faire comme les anciens qui disent de mon temps c'était mieux. Bon, peut-être, mais le fait est que ce temps-là est révolu. Mais globalement, il y a une surenchère qui est mal à propos à l'heure actuelle sur ce qu'on voit. Et surtout, en ignorant le contexte, quand on voit quelque chose, la plupart du temps, et c'est normal, on n'a pas le contexte, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, 1 an avant, 10 ans avant, on ne sait pas ce qui se passera après. Donc on n'a qu'une vision complètement parcellaire de la réalité, à un instant T. Donc oui, on s'est un petit peu perdu en chemin, mais bon, ça fait partie de l'évolution aussi. Ouais, c'est vrai qu'on entend un petit peu de tout.
l'avènement des réseaux fait que les techniques et les moyens pullulent. On ne sait plus trop si finalement, on sait plus comment travailler sa force, quel bénéfice on va en retirer. Et comme tu dis, il faut peut-être replacer dans un contexte d'objectif et de pourquoi on fait ça et de contexte. J'avais posé la question à Nicolas Gravis, qui était dans l'haltérophilie, dans ce podcast. Podcast numéro, je sais plus, 12, 13, 14, je m'en souviens plus du numéro. Mais je lui avais demandé, parce que c'est quand même une question qui revient énormément pour ceux qui pratiquent la musculation et qui veulent augmenter leur masse musculaire. C'est ce rapport entre la masse musculaire ou le volume du muscle. Bon, tu vas me corriger si j'emploie pas exactement les bons termes. Cette corrélation entre le muscle et la force. Il y en a certains qui vont prôner le fait d'augmenter la force parce que ça va augmenter le muscle. D'autres qui vont dire en fait la force ça s'augmente parce que c'est une conséquence d'avoir pris du muscle. Et en fait, concrètement, dans l'entraînement, est-ce qu'on devrait quand même essayer d'augmenter sa force pour prendre du muscle, ou il y a une vraie décorrélation entre les deux? En fait, les deux parties ont raison. Pour simplifier, je pense qu'il faut voir la masse musculaire comme ton potentiel global de force. Il n'est pas strictement corrélé. C'est-à-dire que tu as des athlètes qui ont l'air d'être plus forts qu'ils ne sont musclés, et inversement, tu as des athlètes qui sont très volumineux musculairement, et leur niveau, on va dire, de masse musculaire semble être plus important que le niveau de force qu'ils produisent. Ceci étant dit, en haltérophilie, par exemple, tu prends les records du monde et tu les mets sur un graphique, le plus léger de catégorie que toi a un record du monde plus faible que le plus lourd. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de mystère non plus. Pour des hauts niveaux de force, ton volume musculaire est obligatoire à une expression de force supérieure. Donc, c'est certain. Après, voilà, là encore, il faut remettre dans le contexte. Tu entraînes un sauteur en hauteur, s'il prend 5 kg de masse musculaire en une saison, son rapport poids-puissance va devenir préjudiciable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit de plus en plus fort et ou puissant, mais avec un poids de corps le plus léger possible, parce qu'il va devoir se passer par-dessus la barre. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre la force maximale ou la puissance maximale que l'on peut voir en force athlétique ou en haltérophilie, et puis ce qu'on peut faire, nous, en préparation physique, où finalement la force, c'est un moyen. C'est un moyen d'obtenir une meilleure performance soit en hauteur, en ski, en tout ce que tu veux. C'est pas une fin en soi. C'est là où les deux parties ont raison, quoi. La masse musculaire, c'est ton potentiel de force. Ceci étant dit, est-ce que tu as besoin de niveau de masse musculaire important pour réussir dans ton sport? La plupart du temps, pas nécessairement autant qu'on l'imagine. Ouais, les sports de rapidité où il va falloir que tu bouges vite ou que tu sois le plus léger, en fait, la masse musculaire va venir plus t'embêter qu'autre chose. Il y a un compromis. Ouais, c'est ça. Et j'ai une question sur Usain Bolt, par exemple. Il me vient en tête comme ça. Donc c'est l'homme le plus rapide du monde. Il doit être très rapide lorsqu'il court. Il doit être léger, et pourtant il a quand même une masse musculaire qui est assez énorme, en tout cas par rapport à l'athlète moyen, on va dire. Et aussi, je trouve que les sprinters ont beaucoup plus de masse musculaire aujourd'hui qu'auparavant, il y a quelques années. Donc comment ça se ferait, ça, que par exemple, tu vois, Usain Bolt, il a des épaules, des bras qui sont relativement gros, tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas censé avoir un haut du corps particulièrement volumineux. C'est exactement la même problématique qu'en natation. Les sprinteurs en natation, 50 et 100 mètres nage libre, par exemple, sont hyper musclés. Or, en natation, plus tu es musclé, plus ta flottabilité est mauvaise. Donc, on a l'impression d'avoir quelque chose qui est contre-intuitif, parce qu'on se dit, comment des gars aussi musclés ne coulent pas? Ils ne coulent pas pour la bonne et simple raison qu'en sprint, plus l'effort est court, moins le préjudice de ta masse musculaire est grand. Et en fait, si tu regardes ton sprinter en athlétisme sur 100 mètres, puis tu regardes le champion du monde
sur 1500 mètres et sur marathon, ben, tu vas voir que plus la distance de course augmente, plus la masse musculaire diminue, parce qu'elle est de plus en plus préjudiciable aux facteurs et aux paramètres aérobies. Donc en fait, c'est ça la problématique, c'est que c'est un compromis. Plus ton sport est court et intense, plus ta masse musculaire n'est pas un problème. Conférer l'exemple que tu donnes du Usain Bolt ou l'exemple que je donne des nageurs hyper musclés et pourtant hyper forts dans leur sport. Ok, donc il faut qu'ils aient suffisamment de masse, enfin assez de masse musculaire pour être fort, explosif, rapide, mais pas trop non plus pour pas que ça les ralentisse dans leur mouvement, dans leur déplacement en fait. Et ça, voilà, en fonction de la distance qu'ils parcourent, plus c'est, comme tu le dis, ouais, c'est ça, plus c'est long. Plus la distance va être longue, moins il faut qu'ils aient de poids, plus il faut qu'ils soient légers en fait, et peut-être plus leurs muscles un peu plus endurants. Je sais pas si même c'est ça. Si c'est ça. En parlant simplement, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Ok. Je m'étais noté ici. Est-ce que l'excentrique, on va rappeler l'excentrique, donc c'est le mouvement négatif sur une contraction étirement, c'est la phase d'étirement on va dire, où on retient la charge. Est-ce que de pratiquer l'excentrique, j'en profite pour poser des questions que non, moi j'aimerais beaucoup avoir les réponses aussi, parce que comme tout le monde, je me suis beaucoup fait avoir sur certains articles, certaines vidéos, etc. où du coup je me suis complètement mélangé à savoir qu'est-ce qui était utile ou pas. Et ça fait partie de l'une de mes interrogations, c'est est-ce que l'excentrique, le fait de retenir une charge, est propice à développer de la force ou du muscle, ou c'est un mythe? Non, c'est pas un mythe du tout, et surtout ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la phase excentrique du mouvement, elle est centrale dans la motricité en fait. Tous les changements d'appui, les changements de direction, en fait, c'est une décélération suivie d'un changement de direction et donc d'une phase concentrique. Donc le cycle excentrique-concentrique qui est central dans toute la motricité humaine, et omettre la phase excentrique, c'est faire comme s'il n'y avait pas de décélération. Et décélération en motricité, c'est phase excentrique. Alors certes, c'est de l'excentrique rapide, mais fondamentalement, c'est un allongement des points d'insertion du muscle qui va être automatique suite à cet allongement-là. La structure va accumuler de l'énergie élastique qu'elle va pouvoir restituer dans la phase concentrique. Donc en fait, en musculation, pour reprendre notre musculation, la phase excentrique, elle a au moins autant d'importance que la phase concentrique si on veut que cet entraînement soit transférable au sport. C'est ça le truc. Et est-ce que ça aurait de l'intérêt d'avoir une excentrique sur un même exercice, un excentrique plus lourd qu'un concentrique, sachant qu'on est plus fort en excentrique justement, le fait on est plus capable de retenir une charge, plus lourde qu'on est capable de la développer? Bien sûr, il y a même des outils de terrain. Moi, j'ai 2 gros crochets que j'accroche à la barre, par exemple en squat. Et en fait, ces crochets, quand ils touchent le sol, fatalement, comme c'est des crochets, ils se décrochent de la barre. Et donc, du coup, quand tu es au point bas de ton squat, les crochets s'en vont et ça allège ta charge pour la phase concentrique. Donc, tu as une surcharge excentrique pendant la phase excentrique avec les crochets. Arrivé au point bas, les crochets sont bien réglés pour qu'ils sautent au point bas. Et tu as la phase concentrique qui est allégée. Donc ça, c'est une méthode extrêmement avancée. Il ne faut surtout pas la pratiquer tout de suite dans sa carrière. Mais oui, il y a un intérêt, mais à réserver pour des athlètes très préparés à ces problématiques-là. Et les élastiques, à ce moment-là, peuvent prendre leur intérêt pour le coup. Attacher des élastiques à une barre pour avoir une phase une phase excentrique qui va être un petit peu plus lourde, même si il va y avoir une diminution progressive de la tension, puisque les élastiques au fur et à mesure où on va faire le mouvement, ils vont se détendre, mais sur un développé couché par exemple, ça aurait du sens de mettre des élastiques? Oui, mais pas pour la phase excentrique beaucoup. C'est pour accommoder la phase concentrique, pour qu'à chaque fois que tu pousses, chaque centimètre que tu pousses en phase concentrique, l'élastique va se tendre de plus en plus. Donc, il va accommoder un petit peu la phase ascendante du mouvement. Pour l'excentrique, par contre, l'élastique, sa seule vertu, c'est d'accélérer la descente, parce que
Au début, l'élastique est très tendu et à la fin, il l'est pas. C'est plus pour la phase concentrique qui est traditionnellement intéressant de mettre des élastiques. Pour les mouvements à courbe de force ascendante, comme les développés et les mouvements d'accroupissement. Ok, bon, on voit quand même qu'il y a il y a beaucoup de choses qui sont possibles. C'est assez complexe. Enfin, c'est assez complexe. C'est un métier, quoi. Pour quelqu'un qui démarre l'entraînement ou qui veut juste améliorer sa condition physique ou sa masse musculaire, qui ça fait pas très longtemps, ou il veut juste se maintenir, se sentir en forme, on voit que tout ça, ça va. Est-ce que ça va avoir un réel intérêt si qu'est-ce qu'un débutant pourrait privilégier comme quelque chose de simple, parce surtout que pas ce qu'on raconte, en fait. C'est ça. Ouais. C'est une bonne illustration de ce qu'on disait, quoi. Tout ce que je viens d'énumérer, par exemple les crochets en excentrique, tout ça, c'est des méthodes avancées pour les athlètes professionnels qui ont déjà plusieurs années au compteur de préparation physique très sérieuse. Et en fait, c'est là où on se perd un peu, et ça revient à notre première remarque, c'est que pour monsieur et madame tout le monde, ou même pour un athlète de compétition, mais à un niveau modéré, ces méthodes-là sont la plupart du temps plus préjudiciables à la santé de l'athlète qu'à sa performance. Donc finalement, il faut vraiment fuir comme la peste les méthodes avancées quand on est un athlète qui n'a pas finalement besoin d'avoir de tels outils pour continuer. Ouais, mais c'est pas si, c'est pas si facile parce que ça fait pas rêver, quoi. Non, mais c'est ça le problème. Ça fait pas rêver. Mais le fait est que quand on est blessé parce qu'on a voulu rêver à mauvais escient, ben là, du coup, ça ne fait plus rêver du tout à ce moment-là non plus. Mais le problème, c'est que quand les gens se blessent parce qu'ils ont pris les choses à l'envers, ben, t'en entends plus parler. Et quand on n'entend plus parler, t'oublies que ça arrive. Donc on a une vraie responsabilité quand même, je pense, les gens qui ont un petit peu de communauté autour d'eux, on a une vraie responsabilité de pas surinvestir les moyens avancés de développement, ou alors il faut arriver à ce que les gens aussi comprennent que c'est justement fait pour une population d'athlètes professionnels. Moi j'essaye de le mettre, mais parfois j'oublie. J'essaye de toujours remettre, quand je parle d'une méthode avancée, attention, c'est une méthode à réserver pour des athlètes ayant pratiqué l'entraînement depuis tant d'années. J'essaye de le remettre, mais des fois j'oublie, et puis des fois les gens qui ont pas envie de le voir, ils le verront pas, quoi. Tu vois, c'est ça aussi. Ouais. Effectivement, c'est pas facile. J'essaye sur ce podcast notamment aussi de toujours revenir à des bases essentielles, essayer de rappeler un peu les méthodes simples, les choses qui marchent, qui fonctionnent, qu'on doit faire au début, enfin que tout le monde devrait plus ou moins privilégier pour éviter la blessure. En plus de progresser correctement. Évidemment, j'aime faire aussi des épisodes et discuter un peu plus technique, rentrer dans des détails, dans des choses un peu plus complexes comme on le fait aujourd'hui. Mais tu as raison, il est important de rappeler que toutes ces techniques ou ces moyens un petit peu plus avancés sont justement faits pour les avancés et non pas pour les personnes qui débutent et qui chercheraient quelque chose de miraculeux. Il n'y a rien de miraculeux, si ce n'est que la patience et la longévité dans son activité. Mais du coup, c'est plus miraculeux puisque c'est un effort de tous les jours. Donc, c'est des fois pas facile d'essayer d'apporter un peu de substance à son contenu, essayer de rentrer dans des détails, d'aller chercher des choses un peu qui vont plus loin que le simple pousser, manger, dormir. Bon, oui, ça marche pour tout le monde, mais bon, des fois, on essaie de parler de choses différentes un petit peu aussi. Voilà, c'est ça, c'est sûr que intéresser des gens et par exemple faire un podcast où tu dis que des banalités qui pourtant sont centrales au développement, si tu dis que des banalités, à un moment donné, les gens vont avoir le sentiment, à mauvais escient, de se dire, oui, bon, ça je le sais. C'est comme manger des légumes et dormir plus qu'on le fait. Tout le monde sait à peu près que on dort pas assez et qu'on mange pas suffisamment de légumes. Ceci étant, si tu passes tes podcasts à répéter ça, je suis pas sûr que t'aies une grande communauté autour de toi. Mais pourtant, c'est ce qu'il y a de plus utile à la santé publique, on va dire. Mais bon, les gens ont pas envie qu'on leur raconte des choses que leur mère leur disait déjà quand ils avaient 5 ans, quoi.
Ouais, c'est ça. Ou en tout cas, il faut le faire d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'il faut, il faut peut-être répéter ce discours, mais de manière, pas forcément avoir 100% du contenu qui est là-dessus, mais C'est ça. varier les idées, varier les contenus, et puis toujours de temps en temps agrémenter ces contenus un petit peu plus particuliers en rappelant la base, comme ça. Je sais pas exactement quel est le chiffre, mais c'est quoi? Il faut répéter une idée 7 fois pour qu'elle rentre dans le cerveau, quelque chose comme ça. Donc, bon, je sais pas si j'ai déjà répété 7 fois dans ces podcasts qu'il faut la base, toujours la base. Mais effectivement, c'est important de le rappeler. Et je sais plus, j'avais un autre truc en tête, mais je m'en rappelle plus. On parle donc. J'avais parlé dans l'épisode précédent avec un crossfitter connu. J'invite les gens à aller le découvrir. Il n'est pas encore sorti au moment où on enregistre cet épisode. Ça sera l'épisode précédent. Il me parlait un peu de sa routine d'échauffement. Et je lui demandais, d'un point de vue personnel, si, au fur et à mesure de l'avancée dans son âge et de sa pratique, il sentait qu'il avait besoin de s'échauffer de plus en plus longtemps, de prendre beaucoup plus de temps, comme en gros les muscles et les tissus vieillissaient tranquillement, il fallait moins les brusquer, il fallait prendre plus de temps pour les échauffer. Et j'aimerais bien avoir ton avis, toi aussi, là-dessus, qui a préparé pas mal d'athlètes de tout niveau de tout niveau, de tout âge, j'imagine. Est-ce que tu as remarqué, toi, adapter l'échauffement et l'entraînement en fonction de l'âge et de là où on en est dans son sport? Oui, c'est complètement validé. En clair, un jeune en pleine possession de ses moyens à 20 ans, il faut presque l'obliger à s'échauffer parfois. Et cette même personne que tu retrouveras 10 ans plus tard, il faudra le chercher pour venir en muscu parce qu'il sera encore en train de s'échauffer, quoi. Donc, ça fait partie aussi du processus. En pleine possession de tes moyens, c'est toujours compliqué d'expliquer les choses qui n'ont pas d'incidence directe sur ta pratique. Et typiquement, l'alimentation, c'est le meilleur des exemples parce que va expliquer à un jeune qui s'est jamais blessé, qui est en pleine possession de ses moyens, puis qui souvent a des moyens supérieurs, puisqu'il est athlète de haut niveau, va lui expliquer que de manger des légumes à tous les repas, c'est crucial à sa récup. Et lui, il préfère manger des potatoes, quoi. Va lui expliquer. Et puis surtout, Ouais, alors que ça n'a aucun impact, quoi, sur lui. à l'instant T, non. C'est bien ça le problème. Ouais. À l'instant T, non, mais 10 ans plus tard ou 5 ans plus tard et 3 blessures plus loin, les choses auront changé sûrement. Donc, ce qui est malheureux, c'est que la plupart du temps, il faut que ça passe par la case j'ai des soucis pour prendre conscience. Enfin, j'ai envie de dire, c'est aussi un processus un peu logique, hein. Et l'idéal, c'est d'avoir des athlètes suffisamment matures et intelligents pour que, même quand ils sont jeunes et même quand ils sont en pleine possession de leurs moyens avec zéro problème, ils soient déjà dans une démarche saine. Parce que là, du coup, on passe encore à une autre vitesse, quoi. Mais bon, après, c'est aussi éducatif, hein, ça dépend de leur éducation à ces jeunes athlètes. Et est-ce que toi, tu as réussi à trouver un moyen de les convaincre, en tout cas, de les amener sur cette direction du faire mieux, même si ils n'ont pas de douleur ou de problème à l'instant T? Est-ce que tu as une technique ou La seule une solution façon que de j'ai les approcher? trouvée, c'est que dans ton groupe d'entraînement, la plupart du temps, il y a plutôt des gens en fin de carrière. Quand ces gens-là en fin de carrière ont eu des bons résultats, la seule chose à faire, la seule façon de convaincre l'athlète, je trouve, qui est dans un processus de haut niveau, le jeune, il écoute que le champion. Si le champion lui dit, les gamins, moi il y a 10 ans j'étais comme toi et puis je me suis pété, ça m'a coûté 2 saisons, calme-toi et fais ce que te dit ton coach, ça peut marcher. Parce que l'athlète, il respecte j'exagère, mais il respecte principalement le champion en activité et là il l'écoute. Mais sinon, l'entraîneur, même avec une réputation importante, à un moment donné, c'est toujours mieux quand c'est le champion qui porte ton message. Et j'aimerais ton avis aussi sur quelle composante physique il serait nécessaire d'améliorer
En priorité, si on veut améliorer sa santé, sa longévité, est-ce qu'il vaudrait mieux travailler principalement sa force, principalement sa masse musculaire, principalement son endurance, son explosivité? Je pense Qu'est-ce que tu penses qu'il est le mieux? s'il faut en garder qu'un, ce qui est toujours un peu délicat, parce que c'est comme quand on me demande c'est quoi l'exercice de musculation le meilleur, tu vois, comme si on avait qu'un. Et s'il faut répondre à cette question-là, je pense que ce qui est le plus important, c'est le combo masse musculaire force, parce qu'on se rend compte qu'en vieillissant, ce qui pose problème aux gens, c'est pas le système aérobie, quoi. En fait, un petit vieux, ce qui lui pose problème, c'est se lever et de sa chaise, et quand il tombe, c'est parce qu'il manque de force, quoi. Il manque pas d'endurance, quoi. Donc l'argument qui dit que l'endurance c'est la santé, oui, mais enfin la perte de fonctionnalité, qui est un problème lors du vieillissement, elle se fait parce qu'il y a une perte de masse musculaire conjointement à une perte de force. S'il faut garder qu'une chose, mais je le répète, c'est un petit peu bête de réagir comme ça, mais s'il faut garder qu'une chose, il faut garder le plus possible sa masse musculaire et sa force en vieillissant. Ouais. Ouais, ça rejoint dans un sens aussi ce que me disait Aurélien, parce que je lui avais posé la même question. C'était la semaine dernière que je l'ai eu sur le podcast, qui va bientôt sortir. Oui, il va bientôt sortir. Il sera déjà sorti au moment où celui-là sera en ligne, celui qu'on a enregistré actuellement. Et ça rejoint ce qu'il me disait. Alors lui, il me parlait de mobilité, de travailler sa mobilité, et ça va dans le sens là, c'est que moins on en fait, plus on vieillit, plus on est raide, plus on s'enraidit, moins on est capable de se mouvoir. Et c'est vrai que moi j'ai longtemps pensé que l'endurance était la composante à travailler. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui m'a influencé à ça, je sais pas si j'ai lu des choses particulières ou si c'est moi-même qui en ai tiré des conclusions, ou si c'est peut-être aussi moi, l'endurance a toujours, personnellement, a toujours été mon point faible. C'est jamais quelque chose que j'ai aimé travailler, que j'ai beaucoup travaillé, donc peut-être que inconsciemment je me suis dit que c'était la chose qu'il fallait travailler pour être en santé. Et peut-être aussi tout ce qui est fréquence cardiaque, etc. On sait que plus le cœur bat lentement, enfin plus on est censé être athlétique, donc vivre plus longtemps, etc. Donc moi j'ai longtemps gardé cette idée que l'endurance et que l'endurance, on va dire cardiovasculaire, était la priorité à travailler. Et en fait, petit à petit, en posant la question à des spécialistes comme toi, comme Aurélien, comme plein d'autres invités que j'ai eus sur le podcast, je me rends compte que c'est peut-être pas effectivement l'endurance qu'il faut privilégier, mais voilà, la capacité à se mouvoir et à bien utiliser la force muscle. Donc, si par exemple quelqu'un qui a 60, 70 ans, n'a pas fait énormément de sport, mais et reste actif, reste pas toute la journée à rien faire, et quand même assez actif, on va dire que si on doit lui donner un conseil, c'est peut-être travailler sa masse, travailler sa force dans une salle de sport bien encadrée, c'est ce qui va peut-être l'aider à se sentir mieux plus longtemps. On est d'accord avec ça ? On est complètement en adéquation, et surtout quand tu travailles, par exemple, ta masse musculaire et ta force, donc quand tu fais de la musculation, rien ne t'empêche de combiner musculation et entraînement aérobie. Pour le coup, c'est l'un des avantages du CrossFit et de tous les entraînements de ce type-là. Et quand tu entraînes ta force, tu peux aussi le combiner pour en faire un entraînement mixte force et aérobie. Par contre, quand tu fais de l'aérobie stricte, quand tu pars faire un footing, ta masse musculaire et ta mobilité, finalement, tu vas jamais sur des amplitudes profondes, tu fais que du travail sur une petite amplitude. Quand tu fais de l'endurance, tu peux pas impacter positivement la force. Mais quand tu fais de la force, ça s'impacte sur ta mobilité, puisque quand tu fais des accroupissements, tu vas fatalement devoir maintenir ta mobilité. Donc, non seulement en faisant de la musculation, tu maintiens ta mobilité, tu augmentes ta masse musculaire, donc tu maintiens ta force. Et si tu veux, tu peux très bien le combiner en faisant des récupérations courtes, tu peux très bien obtenir un impact positif sur l'endurance. Donc la clé ultime, c'est de loin l'entraînement de force. Ce qui ne veut pas dire que l'endurance n'est pas importante, mais si on va en garder qu'une, on peut tout faire avec une barre de musculation et un entraînement intelligent. Par contre, avec juste un footing, on est un peu plus limité.
Ouais, et le CrossFit confirme ça, parce que j'ai également pensé longtemps que l'entraînement force-muscle était, était à l'opposé de l'endurance, justement, et ça va rejoindre une des questions que j'ai envie de te poser, c'est que moi j'ai souvent pensé que si tu faisais les deux, en fait, t'étais ni bon dans l'un ni bon dans l'autre. Alors tu me diras après, ça dépend toujours des objectifs. Le CrossFit m'a prouvé ces dernières années un petit peu le contraire. On peut être très fort en endurance et puis très fort tout court et très musclé aussi. Mais est-ce que on va dire qu'il va y avoir un moment où l'un va empiéter sur l'autre, et comment savoir à quel moment faire trop de cardio, par exemple, va nuire à ta séance de force ou ta séance de muscle? En fait, le CrossFit a eu plein de vertus et celle que tu donnes est centrale puisque, en fait, on a trop longtemps cru qu'il fallait à tout prix ne pas qu'il y ait d'interférence entre les qualités. C'était d'ailleurs un petit peu artificiel parce que dans la pratique sportive, on avait des interférences en permanence. Je veux dire, des interférences, il n'y a que ça, quoi. C'est-à-dire que tout est mélangé. Les accélérations, les décélérations, l'endurance, tout est mélangé. Et puis ça inquiète personne. Et puis nous, quand on était en préparation physique, il y a encore une vingtaine d'années, on faisait des choses très 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 séparées. Et on peut d'ailleurs continuer à le faire. Ceci étant, le CrossFit a montré que les interférences, on était loin. Je vais reformuler. En clair, pour battre le record du monde de soulevé de terre à 501 kg, je crois, effectivement, tu peux pas te permettre d'interférence parce que si tu veux battre le record du monde dans une discipline de force, tu peux pas passer ta vie à faire du footing, c'est certain. Ceci étant, entre battre le record du monde à 500 kg en soulevé de terre et puis même faire des belles performances que peu de gens font, et ben en fait, les interférences sont absolument pas aussi préjudiciables qu'on le croit. C'est ce que le CrossFit nous a montré, effectivement. Ouais. Et pour le coup, j'imagine que toi, tu as un avis positif sur le CrossFit par rapport à ça. C'est que ça développe vraiment beaucoup de compétences. Que moi, plutôt au début du CrossFit, je regardais quand même un peu ça. Moi, je suis pas du tout de la génération CrossFit et puis pas du tout pratiquant. Mais donc au début, je regardais vraiment ça avec un œil un petit peu inquiet, presque, ce qui est normal, parce qu'au début, il fallait voir aussi l'image qu'on en avait de l'extérieur. Et puis, j'ai complètement changé d'avis sur le sujet, à un point tel que tous mes athlètes, maintenant, en préparation intersaison, on va dans une box de CrossFit pour pratiquer du CrossFit, dirigé avec des objectifs que j'établis moi avec l'entraîneur de CrossFit. Mais j'ai complètement changé d'avis et maintenant, je suis plutôt un partisan du CrossFit qu'un détracteur. Même je suis plus du tout un détracteur parce que je pense que le CrossFit, ça a produit à la préparation physique la plus grande révolution, on va dire, d'idées et de savoir-faire. C'est la plus grande révolution en termes d'idées et de savoir dans le monde de la préparation physique depuis que la préparation physique existe en tant que métier. Je ne crois pas qu'il y ait eu de révolution et de bouillonnement d'idées et de savoir-faire comme le CrossFit l'a été ces 20 dernières années. Je pense pas. Et tu le disais d'ailleurs dans une vidéo sur ta chaîne YouTube que tu conseillais à tous les préparateurs physiques, ou en tout cas les préparateurs physiques en devenir, ou ceux qui avaient envie d'élargir leur vision et d'être meilleurs tout simplement pour pouvoir être mieux préparés des futurs athlètes, de se mettre au CrossFit, de pratiquer cette activité, et que ça leur permettrait dans un laps de temps assez court de voir un peu l'impact de toutes les composantes, donc haltéro, explosivité, muscles, force, endurance, etc. Et plutôt que d'aller se former dans chacune des parties et de prendre du temps, etc., déjà le fait de pratiquer le CrossFit te permettait d'avoir un excellent panel de toutes ces catégories, de toutes ces caractéristiques physiques, et que c'était un très bon raccourci pour ensuite
à les coacher, à les préparer des athlètes derrière. Ouais, c'est ça, tu as bien résumé ma pensée. Le CrossFit, c'est le sport du préparateur physique dans le sens dans sa formation, quoi. C'est-à-dire que s'il pratique le CrossFit assidûment, il va maîtriser tout ce que tu as dit à une vitesse que personne n'arrivera à faire si on fait, par exemple, que du rugby ou que du lancer de poids ou que... Par contre, si c'est sûr, là encore, si tu veux battre le record du monde de développé couché, le CrossFit, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais en fait, finalement, battre le record du monde de développé couché, ça touche très très peu de personnes. Tandis que tout ce que tu vas prendre dans le CrossFit, tu vas pouvoir le prendre ta pratique de préparateur physique dans 99% des activités, quoi. Tu vois, c'est le ratio temps chose apprise qui est incroyable dans le CrossFit. Et puis, c'est d'autant plus facile pour moi d'en parler que je fais pas partie du CrossFit et j'entraîne pas mes athlètes comme ça parce que je fais pas partie de cette école-là. Mais c'est pas parce que j'en fais pas partie moi que je peux pas dire qu'il y a quelque chose de mieux, quoi. Ouais, tu n'as pas d'intérêt particulier. Non. Ce qui montre que tu y crois, gratuit. enfin que tu y crois, que tu le penses vraiment, quoi. T'as pas un avis biaisé. Non, je préférais que Reebok me donne un très gros chèque pour dire que c'est une méthode de très grande valeur, mais malheureusement c'est pas le cas. Si Reebok écoute ce podcast, ils savent quoi faire. Ouais. Moi aussi, s'ils veulent, il n'y a pas de problème, je pourrais faire plus d'épisodes sur le CrossFit. À part ça, quel conseil tu donnerais, toi, pour quelqu'un qui voudrait être un meilleur préparateur physique, soit qui a envie de le devenir, soit qui l'est déjà, mais qui voudrait améliorer sa pratique, ses connaissances et les résultats qu'il a avec ses athlètes. Donc, pratiquer le CrossFit, est-ce que tu aurais, toi, d'autres étapes, d'autres conseils ? En fait, le meilleur conseil qu'on peut donner à un préparateur physique ou un étudiant ou un jeune préparateur physique, c'est en fait de grandir, j'allais dire, sous l'aile de plusieurs mentors. En clair, ce qui fait gagner du temps, c'est d'avoir avec soi quelqu'un qui te fait gagner du temps. Quelqu'un qui te fait gagner du temps en préparation physique, c'est pas un beau parleur, c'est quelqu'un qui produit quotidiennement, depuis 20 ans, depuis 30 ans, des résultats à haut niveau si on est dans le monde du haut niveau. Quelqu'un qui développe la force de ses athlètes depuis 20 ans avec succès en préparation physique, c'est un expert de la force en préparation physique. Quelqu'un qui parle de la force en préparation physique, même avec des mots savants, c'est sûrement quelqu'un de très grande valeur, ça n'est pas un expert de terrain. Un expert de terrain, c'est quelqu'un qui produit des résultats. C'est comme tu veux devenir un meilleur ostéopathe, mieux vaut parler et se former avec des gens qui sont ostéopathes depuis 30 ans et qui produisent des résultats que des théoriciens qui ne produisent que des concepts. Donc le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est grandir sous l'aile de mentors ou tout simplement être connecté avec des gens qui ont plus d'expérience que soi. Ce qui ne veut pas dire nécessairement plus vieux, parce que souvent on confond moi ça fait 40 ans que je fais ce métier. Ouais, ça fait penser aux gens, tu sais, qui conduisent sur l'autoroute, sur la voie de gauche, à 100 km/h, et qui te disent sur l'autoroute, ah ouais, mais moi, mon petit gars, ça fait 40 ans que j'ai le permis. Ah ouais, mais là, ça fait 40 ans que tu es sur la voie de gauche, à 100 km/h. Donc, tu vois, il faut pas confondre l'expérience et l'âge. C'est-à-dire qu'il suffit pas de vieillir pour être meilleur. Il faut, bien sûr, avoir du temps passé, mais du temps de qualité. C'est pour ça que je dis, il faut produire des résultats depuis longtemps. Et là, tu peux décemment être taxé d'expert. Mais il suffit pas non plus d'être Dieu pour que ça soit, pour devenir Yoda, quoi. Ouais. Je te rejoins sur cette idée de suivre les personnes qui ont été sur le terrain, qui ont beaucoup expérimenté. Ils ont des retours justement d'expérience qui sont généralement plus proches de la réalité que ceux qui passent beaucoup de temps dans les études, dans des cas théoriques, qui sont moins proches de la réalité. Et on le voit, d'un point de vue théorique, il y a des choses qui marchent beaucoup mieux, mais une fois que tu les mets en pratique,
tu vois que merde, ça coince. En fait, tu peux pas l'appliquer. Tu vois, il y a un peu cette idée, ça a l'air super sur le papier, c'est génial, c'est le top du top. Et quand tu l'appliques, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas autant que ce que tu le pensais. J'ai pas un exemple très particulier pour ça, mais je pense que les gens vont comprendre et vont s'imaginer. Et là où je te rejoins, c'est voilà, donc le fait de suivre des personnes qui ont beaucoup expérimenté sur le terrain, qui ont eu et qui mettent en lumière un petit peu leurs résultats et peut-être par rapport à mon auditoire ou je sais pas comment on peut dire, aux auditeurs qui écoutent, peut-être qu'il y en a beaucoup qui pratiquent la musculation, qui pratiquent des sports de tout genre, qui sont un peu sur YouTube, qui sont sur Instagram, qui regardent certains athlètes, qui sont abonnés à des comptes ou à des chaînes. Et je pense qu'ils vont reconnaître cette idée-là, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont des coachs qui ne coachent pas énormément, en fait. En tout cas, on les voit pas trop coacher des personnes, on voit pas trop les résultats, ou alors on voit juste des avant-après de temps en temps, mais bon, on sait pas trop. Par contre, qui sont très 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 poussés sur les études, qui vont te dire que ceci augmente la force de tant de pourcents sur un panel de telle personne, etc., etc. Et je suis pas sûr que ça soit les meilleures personnes à suivre. C'est bien de prendre du recul par rapport à ça, mais toujours aller voir ceux qui ont été, comme tu dis, sur le terrain, qui ont expérimenté, qui sont là pour dire bon, ça, en théorie, ça marche, et ça, ça marche pas tellement. Ouais, on a un métier, je pense, d'ailleurs, les métiers de la santé, kiné, ostéo, et puis les nôtres, je pense que c'est vraiment des cousins germains et c'est les mêmes problématiques. On a des métiers finalement plus proches de l'artisanat que de l'ingénierie, tu vois. Et moi, complètement. Ouais. Moi, je trouve qu'un préparateur physique ou un kiné, c'est plus proche d'un artisan. Mais un artisan, ça veut pas dire un gros plouc, hein. C'est ça dans l'idée des gens. Un artisan, c'est quelqu'un qui a des compétences extrêmement pointues, mais on est plus proche d'un artisan que d'un ingénieur, tu vois, ou que d'un théoricien, parce qu'encore qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui a des compétences pratiques, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Mais tu vois, on survend, voilà, je vais le reformuler comme ça. On survend le côté scientifique et savant de nos métiers, que ça soit pour ton métier ou le mien. Et l'ostéopathie, pour le coup, c'est encore plus flagrant, puisque les détracteurs de l'homéopathie ou de l'ostéopathie te disent quoi? Te disent ah oui, mais il n'y a pas de publication scientifique majeure qui peuvent attester de ça. Ah, la belle affaire. L'acupuncture, ça fait des milliers d'années que ça existe et les gens se soignent avec. Pensez-vous que réellement ils soient bêtes au point de poursuivre un système thérapeutique qui est stérile depuis 5000 ans? Franchement. Non. Décemment, non. En fait, on confond l'absence de preuves scientifiques et l'absence d'effet. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques de quelque chose que ça n'a pas d'effet. C'est ça. Et du coup, comme les sciences du mouvement sont extrêmement neuves, c'est tout neuf, les sciences de l'entraînement. Je veux dire, ça a quoi? Ça a 30 ans, quoi. C'est-à-dire à l'échelle de la science, c'est que dalle. Donc, si tu veux, comment préparer un athlète pour devenir champion olympique 2 fois de suite? Où vas-tu trouver des preuves scientifiques pour entraîner l'athlète A, pour l'amener à être champion olympique? Comment veux-tu trouver de preuves scientifiques qui vont t'aider? C'est pas... Ça ne marche pas. C'est pas... Tu vois, on n'est pas dans le même monde. Du coup, ça, ouais. Fatalement qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Ouais, c'est trop difficile. Je crois que tu en parlais avec Étienne Buidon aussi sur le podcast et surtout la santé. Que aussi, pour avoir des preuves, pour faire des études, il faut un bassin de candidats qui soit extrêmement similaire. Et si on prend l'ostéopathie, c'est très difficile d'avoir des centaines de cas qui ont exactement la même douleur, exactement la même problématique, et ces 100 personnes, on va leur appliquer exactement la même technique. C'est trop difficile à mettre en place, sachant qu'il y en a certains qui vont réagir, d'autres non, d'autres ils vont être dans un moment. Il y a tellement de paramètres c'est ça. Mesurables ça et ne non rentre pas mesurables dans la que c'est démarche très difficile. expérimentale, en fait. C'est ça. Parce qu'une étude scientifique, elle est obligée d'isoler des variables.
et d'en garder qu'une la plupart du temps. Donc c'est pour ça que les études, par exemple, sur les animaux, c'est ce qu'il y a de plus facile, parce que tu sélectionnes une espèce qui n'est pas en contact avec tout un tas de stress environnementaux. Donc tu isoles, si tu veux, une variable sur une créature vivante, et c'est sûr que là tu peux en tirer des conclusions assez fiables. Mais un être humain, il est fatalement intégré dans son contexte, et c'est pas un rat de laboratoire. Donc, en fait, la démarche expérimentale, elle fonctionne moins bien sur des problématiques extrêmement appliquées comme les thérapies manuelles ou comme l'entraînement. Alors peut-être que dans 50 ans, si un jour les gens nous écoutent dans 50 ans ou dans 100 ans, ils auront peut-être suffisamment de preuves, ils auront peut-être suffisamment de petites études avec plein d'athlètes de haut niveau pour arriver à sortir des grandes règles de fonctionnement universel. Mais il faut laisser le temps, tu vois, que ces règles, que ces petites études, elles se multiplient, quoi. Tu vois, une petite étude avec 8 ou 10 athlètes de haut niveau, ça fait marrer les scientifiques parce qu'ils disent mais comment veux-tu tirer une conclusion c'est avec 10 athlètes? Ah oui, mais le problème c'est que dans cette étude, il y a 10 athlètes qui sont allés aux Jeux Olympiques. C'est exceptionnellement difficile à obtenir. Alors, c'est sûr que je peux te faire une étude avec 50 sédentaires que tu chopes n'importe où. Mais enfin, on est sur une problématique qui est très difficile à justifier scientifiquement, mais ça ne veut pas dire que pour autant il ne se passe pas de choses et il n'y a pas d'effet. Ouais, et d'ailleurs c'est assez marrant aussi de voir, je me rappelle d'une vidéo que j'ai vue on va dire je ne vais pas citer, mais d'un professionnel de la santé qui dans son discours est très penché sur les études scientifiques, très ce qui a été validé par la science, etc. Tu vois, et qui dans une des vidéos en fait faisait des techniques, expliquait qu'en fait ce qu'il faisait avait marché. Enfin, il faisait des techniques ou une analyse sur quelqu'un. Et puis il disait clairement là ce que je viens de faire en fait ça n'a aucune valeur scientifique, il n'y a pas d'études ou quoi que ce soit, mais en tout cas ma main a ressenti le truc, etc. Et finalement ça marche et on voit que ça a fonctionné, ça a produit un résultat. Et j'avais trouvé ça assez drôle en fait que j'avais pas suivi tout son contenu, mais depuis les débuts que j'observais un peu ce qu'il faisait, c'était très 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 orienté sur preuves scientifiques, sur ce qu'on fait, enfin sur l'approche très très médicale, très scientifique, voilà, avec des études, etc. Et puis en fait, presque au moment de voir un petit peu la pratique de comment ça se passait, tiens, là ça sort de aucune étude finalement. Et là, concrètement, on vient de voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ça marche, et qui pourtant n'est pas explicable par des études. Donc j'avais trouvé ça assez drôle. Et ça renvoie à cette idée-là. Ouais, mais trompons-nous pas, hein. La science et la recherche scientifique, c'est central et c'est un peu aussi un garde-fou. Mais on n'est surtout pas en train de dire que la science et la recherche, c'est pas important. On est juste en train de dire que dans des domaines particuliers, c'est compliqué d'avoir une validation scientifique large. C'est tout. C'est tout ce qu'on dit. Ouais. Trompons-nous pas. Non, mais exactement. C'est très important, tu as raison de le rappeler. Là où je vais le reprocher un petit peu, c'est sur ceux qui, en fait, balayent absolument tout, tout simplement parce que ça n'a pas été prouvé et qu'en fait, c'est leur argument, c'est l'argument ultime de toute façon, tu peux dire ce que tu veux, ça n'est pas validé scientifiquement, donc ça n'a aucune valeur, donc on ne discute pas. C'est là où je trouve que c'est... oui, c'est excessif. Ouais, c'est excessif. Mais sinon, oui, tu as raison de le rappeler, c'est extrêmement important, c'est un garde-fou. Ouais. J'ai envie de te dire, si ça suffisait, il faudrait interdire les religions, hein, parce que c'est pas prouvé scientifiquement que Dieu existe. Donc à un moment donné, tu vois, tu peux pas empêcher non plus les croyances des gens, même si c'est pas prouvé, c'est pas pour ça que ça n'existe pas, voilà. C'est sûr. On a fait un joli tour. Je t'ai posé pas mal de questions. Il y avait une dernière chose et ça va nous permettre de basculer sur notre dernier sujet. Donc, tu as fait des programmes en ligne dont, on va pouvoir en discuter, mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu du scrapping aussi. Est-ce que tu pourrais d'abord, avant de parler des programmes, avant de parler des choses derrière, qu'est-ce que pour toi le scrapping et quel bénéfice et comment tu l'utilises ?
Le scrapping, en fait, c'est le mot occidental qui veut dire grattage, qui est dérivé et qui descend de l'ancestral gua sha chinois. Le gua sha, par contre, c'est thérapeutique. Euh, et on se rend bien compte que, là encore, depuis plusieurs millénaires où les gens en Asie se grattent avec des pierres, là encore, s'il n'y avait eu aucun effet de la mobilisation des tissus mous via un instrument, il y a peu de chances que c'est perduré jusqu'à nous. Tu vois, c'est comme l'acupuncture. À un moment donné, ça servait à rien. J'ai du mal à imaginer qu'on soit bête au point de le laisser euh, évoluer pendant 3000 ans. Tu vois, le gua sha chinois, toutes les évolutions actuelles, on va dire occidentales du gua sha, que ce soit le Graston le plus connu ou le Fat Tool, toutes ces évolutions-là sont toutes descendent toutes du gua sha. Alors après, il y a des différences de texture d'objets, de méthode, et fondamentalement, ça revient à peu près à la même source. Et après, on l'a un petit peu occidentalisé. Donc, ouais, moi, le scrapping, comme c'est une méthode de pointe pour développer la mobilité et surtout sa durabilité dans le temps et la récupération. Tout simplement, c'est une méthode avec des outils pour augmenter, dans le cas de figure dont je parle, non médical, la mobilité et la récup. Ouais. Et ça va jouer sur les fascias, comme on appelle ça, donc les aponevroses entre les muscles. Est-ce que... Oui, alors il y a plusieurs hypothèses. Hein. Celle qui est retenue, c'est ça, c'est au niveau des fascias. Moi, je ne bloque pas spécifiquement là-dessus parce que du coup, je crois plus au caractère intégré des traitements qu'au caractère strictement, on va dire, unipolaire. C'est-à-dire, je crois plutôt que ça fonctionne pour faisceau de raisons plutôt que pour une raison. Mais souvent, par souci, on va dire, commercial, on appelle ça une technique basée sur je ne sais quoi. Dans les faits, je pense, là encore, que c'est intégré. Ceci étant, moi, je suis pas... c'est ça, je suis pas obnubilé par, en fait, la cause. S'il y a quelque chose qui fonctionne et qui produit des résultats, là encore, on en revient toujours à la même chose. Si ça produit des résultats, tant mieux si on sait exactement d'où ça vient. Et j'ai envie de te dire, moi, sur le terrain, je veux que ça produise des résultats et toute la cascade de réactions chimiques pour y arriver, c'est pas ce qui me passionne le plus parce que, là encore, moi, je m'occupe de produire des résultats et pas de faire des grandes phrases. Donc, on peut chercher toujours des explications, il faut. Mais moi, c'est plus le rôle des chercheurs plutôt que le rôle des praticiens, finalement. Tu vois. Et le gua sha, je l'utilise de temps en temps aussi, moi, dans mes propres consultations d'ostéopathie. Enfin, donc, la technique du scrapping, je connaissais pas le nom, tu vois. Je connaissais beaucoup tout ce qui va être deep tissue, gua sha. Ces noms-là me parlent, je les utilise, mais le mot scrapping, je ne l'avais pas. Et de la même façon que toi, en fait, hein, j'ai pas d'explication précise et détaillée sur le pourquoi du comment, sur la cause de comment ça fonctionne exactement, si c'est du tissu superficiel, si c'est du muscle, si c'est du tissu profond, du fascia profond, superficiel, etc. Mais bon, ce que je remarque, c'est que quand je l'utilise dans certaines problématiques, sur certaines douleurs, ça fonctionne bien. Et j'ai un exemple qui est pas très vieux. Alors bon, avant le confinement, avant toute cette période de coronavirus, sur une consultation de douleur au niveau des cervicales, sur le trapèze supérieur, j'ai utilisé donc le gua sha pour aller vraiment vasculariser, essayer de détacher des adhérences. Ça a très très bien fonctionné, puisque je l'ai utilisé la deuxième fois où j'ai vu la patiente. En fait, la première fois, je l'ai traité en ostéopathie, je l'ai traité tout court en ostéopathie sans utiliser cet appareil. Il y a eu des résultats, mais les douleurs des cervicales sont revenues au bout de quelques jours. Je l'ai revu une semaine ou 10 jours après. J'ai utilisé le gua sha et alors, est-ce que ça a un lien direct ou pas? Ça, personne ne le saura, mais pour le coup, moi, ce que je constate, c'est que en complément de ce que j'ai fait, ça a été super, parce que j'ai reçu un message quelques jours après pour me dire que c'était génial, qu'il n'y avait plus aucune douleur et que l'utilisation de cet objet, en tout cas, elle avait été extrêmement bénéfique et elle avait ressenti beaucoup de bien puisque je l'ai utilisé à la fin. Donc encore une fois, c'est pas une preuve scientifique, mais il y a quelque chose. Et donc je recommande les gens qui sont intéressés
qui sont curieux de ça, aller regarder un peu peut-être comment ça fonctionne ou juste se renseigner. Et ils peuvent d'ailleurs le faire directement. Toi, tu as créé un programme en ligne, tu as créé une formation sur ça. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Oui, dans cette formation, justement, j'essaye de connecter les études scientifiques et les protocoles pour faire le lien théorie-pratique. Donc, j'invite les gens à se connecter et à tenter l'expérience, puisque là encore, on peut faire tous les discours du monde. À un moment donné, ta patiente, tu l'as aidée, et qu'est-ce qu'il y a comme preuve plus importante que son petit message de remerciement? J'ai envie de te dire que ça vienne du fascia ou d'autres choses, tu l'as soulagé durablement. Ma foi, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Si ça, tu le fais une fois, 10 fois, 100 fois, à un moment donné, tu vas te dire, sur la majorité des gens, cette façon d'utiliser cet outil fonctionne. Qu'est-ce que tu peux attendre de plus, franchement? Et c'est pareil pour toutes les autres thérapies. Je veux dire, si ça fonctionne et que c'est pas dangereux, c'est ça. Si ça fonctionne et que c'est pas dangereux, qu'est-ce que tu peux espérer? Qu'est-ce que tu peux espérer de plus? Donc, tu as créé ça. Est-ce qu'il y a d'autres formations que tu as mis en disponibilité? Ouais, dans le lien que les gens pourront trouver sur notre discussion, il y a aussi un séminaire sur la variabilité de fréquence cardiaque. Et justement, tu parlais tout à l'heure d'Étienne Bulidon. On a commencé à utiliser un petit peu la fréquence cardiaque, mais c'est vraiment embryonnaire, la variabilité de fréquence cardiaque sur un traitement ostéopathique pour stimuler le nerf vague. Parasympathique, ouais. C'est ça. Donc tu vois, moi ma formation elle est orientée sur l'utilisation de la VFC, variabilité de fréquence cardiaque, comme un outil concret de gestion de la charge d'entraînement. Donc, Étienne, ça l'a passionné parce qu'il y a plusieurs techniques ostéopathiques a priori qui ont une vraie action parasympathique via le nerf vague. Donc on a commencé à faire des mesures pour voir si on obtenait justement des majorations parasympathiques avec ces manipulations-là. Et voilà, la variabilité de fréquence cardiaque, c'est un outil complexe que j'ai, comme la plupart du temps, voulu rendre accessible au plus grand nombre sur le terrain. Ça, c'est le 3e séminaire. Et le tout premier que j'ai ouvert, c'est sur le profilage des athlètes confirmés dans l'entraînement de la force. C'est parti du postulat qu'à un certain niveau, ton système d'entraînement, il fonctionne très bien pour 70% de tes athlètes. Et tu en as toujours quelques-uns qui sont à la traîne. C'est en partant de là que j'ai développé différents profils d'athlètes plutôt atypiques qui permettent que lorsqu'ils sont confrontés à une stagnation, tu peux essayer de trouver des clés pour débloquer et casser les plateaux de stagnation. Donc voilà, il y a trois séminaires. Le 4e sortira sûrement au moment où les gens auront accès à ce séminaire. Donc sur les réseaux sociaux, ils pourront voir le 4e, mais au moment où on enregistre, il y en a eu 3. Le profilage de la force pour le sportif confirmé, le scrapping et la variabilité de fréquence cardiaque. Est-ce que ces formations sont majoritairement pour les personnes qui ont un métier dans la santé ou la forme, qui sont préparateurs physiques, ou ça peut être également pour le grand public, pour ceux qui veulent peut-être améliorer leur activité ou être plus en santé? À qui ça s'adresse principalement? Principalement aux professionnels ou alors aux professionnels comme tu l'as dit, de la préparation physique et ou de la santé, parce que c'est des sujets quand même proches, ou alors aux pratiquants confirmés, aux amateurs passionnés, j'ai envie de dire. Mais c'est pas pour monsieur et madame tout le monde, parce que le vocabulaire employé fait que si t'as pas un background minimum dans l'entraînement, je pense que t'en tires pas profit. Donc c'est plutôt pour un public, on va dire, averti. Bon, au moins c'est très clair. Pour tous ceux qui écoutent actuellement, qui sont avec nous et qui se reconnaissent là-dedans, qui sont professionnels dans la santé, dans la forme, la préparation, ce que vous allez faire, c'est juste aller dérouler la description, aller voir dans les notes de l'épisode, vous aurez le lien qui vous permet d'avoir accès aux formations, vous aurez les détails de chacun des séminaires et des programmes.
Donc tu m'as parlé qu'il y avait un quatrième qui allait venir. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres choses un petit peu excitantes à venir d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine? Le gros de mon activité, ça reste de loin la préparation physique d'athlètes de haut niveau. Genre, tu vois, tout ça, ce sont des activités annexes que j'ai pu développer à cause ou grâce au confinement. En fait, j'aurais pas lancé ces séminaires en ligne si j'avais pas eu le confinement, qui m'a permis de libérer un peu de temps pour essayer de coucher sur le papier des choses dont je voulais parler depuis longtemps. Et moi, en fait, le gros de mon activité, c'est la préparation physique. Donc, tu vois, tous les ans, j'ai une quinzaine d'athlètes à l'année à préparer physiquement. Donc, mon travail, c'est la préparation physique et la formation, ça vient en second, quoi. Ça vient en second. Donc, pour répondre à ta question, ce qui est excitant, c'est dans 2 ans, les Jeux Olympiques de Pékin. Parce que moi, je suis plus sur les Jeux d'hiver. Bah oui, donc, voilà. Si on n'a pas un épisode de coronavirus ou de maladies diverses et variées qui nous empêchent d'y aller, ça reste les Jeux Olympiques ma priorité. Non, mais on va en croiser les doigts, on va espérer que tout va bien se passer. On va suivre ça aussi. Ouais, non, je pense que ça devrait aller. Pour terminer ces épisodes de podcast, j'ai toujours 3 petites questions pour clore. Première question que j'ai changée récemment d'ailleurs. J'avais toujours l'habitude de poser la même question, mais je me suis dit, allez, on va changer. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre aujourd'hui? 10 ans en arrière, pour moi, donc j'aurais 33 ans. On peut même dire 20 ans en arrière, parce que ça fait 20 ans que tu te prépares. Donc, ouais, tu peux dire en début de carrière, ouais. C'est compliqué parce que moi, mes objectifs de début de carrière, très honnêtement, j'ai réalisé tous mes objectifs que je m'étais fixés en début de carrière. Donc, le meilleur conseil, ça veut dire ne change rien, mais ce qui est bête, puisque au mois d'il y a 20 ans, tu dis change rien, ça n'a pas de sens non plus. Non, s'il y a quelque chose alors peut-être pour un aspect dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est quand même important dans la vie d'un professionnel, c'est peut-être les aspects business et marketing. Je me suis mis que tardivement, on va dire, à la communication, on va dire, massive sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas ma génération. Et peut-être qu'un bon conseil, au mois d'il y a 20 ans, c'est ouvre une chaîne YouTube et commence à communiquer dès le début de ta carrière, parce que finalement, ça a pris une ampleur qu'il y a 20 ans, personne n'imaginait que tout allait se passer virtuellement, quoi. Personne n'imaginait, je pense, les conséquences et les potentiels de développement. Personne n'aurait pu imaginer qu'il y ait des gens qui vivent d'Instagram, quoi, juste en mettant des photos d'eux, quoi. Tu vois, je pense que ça aurait fait marrer tout le monde. Donc finalement, le bon conseil, c'est pas un conseil technique, c'est un conseil de business, c'est-à-dire attends pas. Moi, j'ai commencé à communiquer il y a une dizaine d'années, quoi. Attends pas si longtemps pour communiquer ce que tu fais. Primo, ça aide les gens, et deuxièmement, ça t'aide aussi et ça t'aidera toi à te développer. Excellent, et Aurélien m'a sorti exactement la même réponse, de commencer plus tôt à créer du contenu. Et c'est marrant, vous avez exactement la même réponse, et je pense que, alors j'ai pas le même niveau d'expérience, j'ai pas passé autant de temps dans ma profession que vous, et donc si je revenais en arrière aussi, je pense que je dirais quelque chose dans ce sens-là, c'est commencer à créer, commencer à travailler la visibilité et à créer du contenu, des choses. C'est un des meilleurs moyens de se faire connaître, de un, et puis aussi d'apprendre, de s'améliorer, de toujours rester dans le flow, dans l'actualité aussi, et de se former. Et tu sais que non, on n'a pas beaucoup parlé du côté business, etc. J'essaye de pas trop aller là-dessus dans les épisodes, mais je te promets que ça me brûle les lèvres parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais parler peut-être un peu plus marketing, business, etc. Sur tout ce qui est professionnel de la santé, du bien-être, de la forme, tous ces métiers un petit peu connectés, où en fait marketing, business est généralement mal vu, ou en tout cas on associe très mal
ces termes avec En le France, côté surtout, professionnel de santé de forme. Ouais, surtout en France. Ça me donne. J'ai envie d'en parler. Je ne sais pas si les auditeurs seraient spécialement intéressés, si c'est quelque chose où ils seraient sensibles. Euh, on verra, mais en tout cas, bon, bonne réponse. Deuxième question, est-ce que toi, tu as eu un modèle ou un mentor dans Oui, tes sans études ou ton parcours? hésitation. Moi, au début de ma carrière, et puis ça m'a suivi d'ailleurs toute ma carrière, j'étais très influencé et j'ai passé beaucoup de temps en formation avec Charles Poliquin. Et ça reste la personne qui m'a le plus appris justement sur le métier et sur peut-être sur l'état d'esprit, sur le business, sur le courage de s'exprimer et finalement de s'exposer, parce que ce qui freine les gens, c'est comme toujours, c'est la peur. Et oui, c'est de loin la personne qui m'inspire toujours beaucoup. Oui, c'est sans hésitation Charles Poliquin. Je suis pas très original parce que beaucoup de professionnels de la préparation physique de ma génération ont la même personne comme référence, mais c'est peut-être pas par hasard non plus. Donc sans Ouais, c'est ça. hésitation, Charles Poliquin. Troisième et dernière question, est-ce que il y a un livre, toi, qui t'a marqué, qui t'a beaucoup marqué, que tu aimes bien recommander ou que tu aimes bien conseiller aux gens? Et c'est pas nécessairement dans le monde du sport ou de la préparation physique, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Bah, j'ai lu pendant le confinement Sapiens. Tu sais, c'est un livre qui a connu Ouais. un grand succès mondial sur justement sur l'évolution de l'Homo sapiens et puis sa place dans l'écosystème planétaire, on va dire. Et ouais, ce livre-là, il est parfois un petit peu complexe, mais il est vraiment vraiment riche. Puis il permet de prendre de la hauteur et puis de voir un peu les perspectives, parce que c'est vrai que surtout nous les spécialistes, on est quand même tout le temps le pif dans nos problématiques, qui sont finalement peu de choses à l'échelle de la société. Alors à l'échelle du monde, je n'en parle même pas. Et puis à l'échelle du temps qui passe sur l'évolution d'une espèce, c'est encore évidemment insignifiant. Mais tu vois, des fois de sortir un peu le pif de nos problématiques et de se dire ah ouais, il y a tant de milliers d'années, les gens sont restés chasseurs-cueilleurs pendant des centaines de milliers d'années, et puis l'agriculture, ça a 10 000 ans. Finalement, en fait, on croit que l'agriculture, c'est notre ADN, j'allais dire, pour reprendre une expression à la mode, mais non, finalement, depuis infiniment plus de temps qu'on est sédentaire. Donc, tu comprends, enfin, ça met les choses en perspective. Donc, ouais, ce bouquin, Sapiens, euh, c'est une bonne lecture. Ouais, je le conseillais aussi, j'en avais parlé avec Barthélémy longuement. Donc oui, c'est une bonne lecture, effectivement, c'est ça. Ça permet aussi de prendre du recul et de comprendre comment on en arrive là. Je sais qu'il y a un gros passage à un moment donné sur les sociétés, sur l'argent, sur comment comment l'argent, la monnaie a été créée comme moyen d'échange. Je trouve ça très intéressant. Ça met en perspective un peu l'économie aussi C'est d'aujourd'hui ça. et le monde moderne. Super. Est-ce que est-ce qu'il y aurait un moyen de te contacter, de te retrouver pour les gens qui sont intéressés par ce que tu fais, qui veulent en apprendre plus, qui veulent simplement te suivre en fait dans tes travaux ou dans des Ouais. programmes que tu pourrais sortir prochainement? Ou c'est qui doivent Oui, se je rendre? partage principalement sur Facebook et Instagram en mon nom propre. Donc c'est très facile de me suivre sur ces deux réseaux sociaux. Parfait. Eh ben, je laisserai tout ça dans les notes de l'épisode avec tous les liens pour les gens intéressés. Il y a tout ce qu'il faut. Euh, Olivier, je te remercie d'être passé dans le podcast. C'était comme toujours très intéressant. J'ai bien aimé cette discussion. Est-ce que Merci à tu aurais toi un parce dernier que message? oui, Ouais. j'allais te remercier parce que des podcasts, j'en fais quand même souvent et j'ai beaucoup apprécié l'originalité et la pertinence des questions. Euh, donc merci à toi pour ce bon moment. Ah ben, je te remercie, ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs, même quand tu m'as répondu et que tu as accepté l'invitation, ben, j'ai été très content de ta réponse. C'est grâce à Donc je te remercie. Julien Volant, Ouais, je crois. c'est ça, On c'est a, ça. Ben, exactement. C'était le premier épisode que je faisais avec sur le monde on va dire du coaching, de la préparation physique. J'avais beaucoup de questions. J'étais très novice au moment où je lui ai
demander tout ça. Ce qui m'a fait prendre un bon gros bond en avant. Je vous remercie pour ça. Je remercie Julien, je te remercie à toi. Et puis je te dis, ouais, on lui fait un petit coup. J'espère qu'il va écouter l'épisode, qu'il aura été assidu et présent jusqu'à la fin. Julien, si tu nous écoutes, félicitations à toi et merci. Olivier, je te dis peut-être à très bientôt pour un prochain épisode. Avec plaisir. À bientôt, Jérôme. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de ce podcast. Vous retrouverez en description de l'épisode toutes les références mentionnées au cours de l'épisode. Vous retrouverez les liens pour découvrir les programmes en ligne d'Olivier et ses différents réseaux si vous souhaitez le suivre. Si cet épisode vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez le partager sur vos réseaux, que vos amis puissent le découvrir et l'écouter à leur tour. Selon le réseau, vous pouvez aussi m'identifier sur votre publication d'ailleurs. Si l'idée de partager l'épisode publiquement ne vous plaît pas trop ou que vous n'avez tout simplement ni l'envie ni le temps de faire cette publication, vous pouvez directement envoyer l'épisode à un ami qui s'intéresse ou même qui travaille dans le sport, que ce soit un coach, un préparateur physique ou un professionnel de la santé qui s'intéresse au sport également, un ostéo, un kiné, un médecin. Vous serez la personne qui lui ferait découvrir cet épisode et le podcast. Vous lui rendrez peut-être service, lui qui cherche peut-être des podcasts ou des conversations autour de ces grands thèmes avec des professionnels aussi compétents qu'Olivier aujourd'hui. Quant au podcast, ça lui permet aussi de se faire connaître davantage et de gagner de nouveaux auditeurs. Et si vous voulez d'ailleurs directement me donner votre avis sur le podcast d'une manière générale, vous pouvez vous rendre sur l'application podcast d'Apple, me laisser une évaluation de 5 étoiles et dites-moi en commentaire par exemple la raison principale qui fait que vous écoutez l'émission. Est-ce que c'est pour les invités ? Est-ce que ce sont les sujets variés des épisodes qui vous intéressent ? Ou de manière générale le thème de la santé et du sport que je trouve pour ma part un petit peu rare encore dans le milieu des podcasts. Donc n'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Vous êtes nombreux à écouter l'émission d'ailleurs sur l'application Apple Podcast. Beaucoup d'entre vous n'ont pas encore donné leur avis. Si vous pouvez faire ça pour moi, ça serait vraiment cool. Ça vous prend 5 minutes, vous n'avez à le faire qu'une seule fois. Je remercie tous ceux qui décideront de le faire aujourd'hui et de m'aider un petit peu plus à développer ce podcast. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. J'espère que le podcast vous plaît toujours autant. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, donc moi ça me fait plaisir. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Biomécanique. Bye.